Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous, c'est-à-dire François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Michaela Wiegel, pour son grand retour, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Quelques nouvelles de notre petite entreprise. D'abord, je tiens à vous annoncer que la prochaine émission en public, c'est le 10 février prochain, donc à 10h30 à l'école alsacienne, et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en vous rendant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Les émissions en public ». Ensuite, je vous rappelle, et peut-être à certains qui n'étaient pas là la semaine dernière, je l'apprends, que vous pouvez non seulement nous entendre, mais encore nous lire, et que sous le nouvel onglet « Lisez-nous », et d'ailleurs aussi sous chaque lien avec un de nos enregistrements, figure un résumé, un abrégé, un compendium des propos échangés lors de l'émission du dimanche précédent. Chaque semaine, nous mettrons un tel résumé en ligne sous cet onglet et vos réactions à cette innovation et vos compliments sur les qualités du travail effectué nous font penser que nous avons eu une bonne idée. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui consacre son numéro à Beate et à Serge Klarsfeld et à leur lutte contre l'oubli. Et Louis Chevalier, qui est l'orpailleur de poésie de cet hebdomadaire, propose un poème de l'allemande Nelly Sachs, qui s'intitule « Nous les rescapés », dont j'extrais ces quelques vers. « Nous, les rescapés dans les ossements desquels la mort tailla ses flûtes, sur les tendons desquels la mort déjà frotta son archet, la musique mutilée de nos corps poursuit sa complainte. Nous, les rescapés, devant nous, dans l'air bleu, continuent de pendre les cordes nouées pour nous. Les horloges continuent de se remplir des gouttes de notre sang. Nous, les rescapés, les vers de la peur continuent de se repaître de nous. Notre astre est enterré dans la poussière. Nous, les rescapés, vous supplions, montrez-nous lentement votre soleil. À votre pas, conduisez-nous d'étoile en étoile. Laissez-nous, tout bas, réapprendre la vie. C'est donc dans le numéro de cette semaine du 1. Comme vous le savez, notre indépendance et la pérennité de notre podcast dépendent de votre soutien et notamment de vos abonnements. Il vous suffit de vous rendre sur notre site, lenouvelespritpublic.fr, pour choisir le montant de votre soutien, comme l'ont fait celles et ceux que nous allons remercier maintenant. Et je commencerai en remerciant Philippe Ferras, Béatrice Doutrillo, Christelle Maïcon, Antoine Wittkin et Lucas Boronneau. Michaela Wiegel. Je souhaite remercier chaleureusement Jérôme Perrouillet, François Carré, Hortense Toumic, Paul Garrido et Thierry Courvoisier. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, moi, je remercierai très volontiers Stéphane Leroy, Christophe Bira, Dominique Tesmar, Loïc Rocard et Renaud Soriol. Nicole Niesotto. Alors, mes remerciements à Vincent Cuben, Luc Azoum, Mathias Laurent, Xavier Benti et Micheline Dussan. François Bujon de l'Étang. J'exprime pour ma part notre gratitude à Marie-Laure Durand, Laurent Hulot, Bruno Alac, François Auréard et Charline Sellam. Merci. Nous allons maintenant nous intéresser au traité d'Aix-la-Chapelle et à cette sorte de mise à jour avant les élections européennes. Mardi dernier, le 22 janvier, le président français et la chancelière allemande ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, 56 ans après la signature par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer du traité de l'Élysée qui scella la réconciliation franco-allemande. Ce traité d'Aix-la-Chapelle avait été voulu par Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat et annoncé en septembre 2017 dans son discours de la Sorbonne qui plaçait l'Europe au cœur de son projet politique. Le texte signé cette semaine ne contient pas de bouleversement majeur, mais plutôt un renforcement du partenariat franco-allemand. Y sont notamment inscrits
une coopération accrue dans le domaine de la défense et de l'économie, avec l'objectif de former à terme une zone économique franco-allemande, ainsi qu'un rapprochement des régions transfrontalières, les eurodistricts, pour la réalisation de projets communs. Ce texte prévoit également des avancées dans de nouveaux domaines et une coopération dans le secteur du numérique, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. En France, le contenu de ce traité a été publié le 15 janvier, soit seulement une semaine avant sa signature. Les réseaux sociaux se sont d'autant plus facilement fait l'écho de nombreuses fausses nouvelles, dont certaines, pour énormes qu'elles puissent paraître, comme l'annonce de la vente de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, ont réussi à parasiter le débat politique. En Allemagne, les adversaires du traité ont été bien moins virulents. À 4 mois des élections européennes, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont montrés unis, alors même que le jour de la ratification de ce traité, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, déclarait qu'il espérait que la France se débarrasse d'Emmanuel Macron, je cite, un très mauvais président. Sur cette question, Michaela Wiegel, qui nous est renvoyée comme une clause secrète du traité d'Aix-la-Chapelle. Oui, alors justement, je pense que on a entendu d'un côté beaucoup de théories complotistes, j'en parlerai un peu plus tard, mais on a eu aussi des critiques plus modérées en disant... Voilà, c'est le strict minimum qui était encore possible. À quoi ça sert de renouveler le traité de l'Élysée si on n'arrive pas à faire plus en franco-allemand? Moi, je pense qu'on a probablement un peu sous-estimé la possibilité d'un échec, parce que les négociations, et aussi bien la chancelière que le président l'ont dit à Aix-la-Chapelle, les négociations ont été très difficiles. Et on a vu, à l'exemple de l'Italie, justement, que des projets de traité, comme le traité de Quirinal, qui devait se faire sur le modèle du traité de l'Élysée, ça pouvait échouer. Et on le voit avec... échouer. Et on l'a vu avec les insultes, les provocations de Matteo Salvini, que parfois, c'est pas si mal que ça d'avoir un règlement à l'amiable de nos différences. Et c'est vrai que les différences persistent entre la France et l'Allemagne. Alors, je trouve une des questions qui mérite d'être traitée, c'est la question de la transparence des négociations. On a reproché, et ça a commencé avec ce fameux traité, ce pacte de l'ONU sur l'immigration, on a reproché à ce traité que les négociations étaient secrètes, qu'on a appris très tardivement ce qu'il y avait dedans, alors que moi, pour ma part, je trouve la démarche était assez ouverte, annoncée dans un discours public à la Sorbonne par le président, des groupes de travail où des députés étaient impliqués. Mais, et là, je trouve la faille est béante, un travail de communication qui n'était pas fait, en France notamment, où les parlementaires ne se sont pas emparés de ces négociations et n'ont pas alimenté les débats publics, mais aussi tous les autres acteurs qui auraient pu poser la question de ce qu'on veut de ce traité. Et c'est d'autant plus étonnant, vous vous souvenez, que le président de la République avait lancé un grand débat sur l'avenir européen, dont il impliquait aussi les autres pays européens, et que ce débat dont on n'a jamais vraiment su quel était le résultat, que ce débat n'ait même pas abordé la question du traité franco-allemand est quand même très, très étonnant. Alors, est-ce que le traité va pas assez loin? Oui, certainement, si on voit les ambitions qu'avait exprimées Emmanuel Macron à la Sorbonne. Mais en revanche, je pense, pour la vie quotidienne de tous les citoyens, ce traité va apporter beaucoup. Et là, je voudrais parler justement des régions transfrontalières qui sont effectivement en majorité dans le Grand Est et qui vont apporter des réponses assez pratiques, par exemple des lignes de bus qui vont pouvoir circuler entre les deux pays sans être obligés de changer de conducteur
mais aussi des mesures plus importantes pour apprendre la langue de l'autre. Par exemple, la SAR qui, depuis 2014, a décidé que dans 3 décennies, il voulait arriver à ce que tout le monde parle le français, en plus de l'allemand. Ils vont pouvoir recruter plus facilement déjà à partir de l'école maternelle des Français pour enseigner les enfants. Donc, il va y avoir des solutions pas bureaucratiques pour renforcer ce maillage qui est déjà assez important entre nos 2 pays. Et toutes les théories complotistes qui ont été émises par Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan sur une vente à la découpe, en quelque sorte, de ces régions, montrent aussi qu'ils connaissent très peu la réalité qui est déjà différente dans les anciens territoires de l'Alsace-Lorraine, parce qu'il y a encore le concordat qui est valable. La sécurité sociale ne fonctionne pas selon les mêmes règles. Donc, ce que on a en quelque sorte dépeigné comme un cauchemar. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, on a parlé aussi des lois qui déviaient en quelque sorte de la loi républicaine. Ben, ça existe déjà en Alsace-Lorraine. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces régions ne se portent pas plus mal pour autant. Et donc, je crois que c'est probablement pas le grand traité au niveau des 2 États, parce que les avancées au niveau de la défense sont assez minimes. On se donne une obligation de se défendre mutuellement, alors que cette obligation existe déjà aussi bien dans le traité de l'OTAN que dans les traités européens. Donc là, on reste plutôt dans le symbole. Mais pour la vie quotidienne, je crois que ce traité va quand même changer des choses pour le bien. Nicole Lisoto. Oui, si j'en crois Michaela Wegel, c'est un bon traité régional, c'est un bon traité transfrontalier, mais je crois qu'elle a raison. Mais cela dit, sur le plan politique, comme refondation de la construction européenne, je crois que c'est un traité qui est un non-événement, et c'est un peu dommage d'avoir raté une telle occasion. Il n'y a strictement rien de nouveau dans le traité. Toutes les dispositions de la défense sont déjà dans le traité de 63, la jeunesse, la culture. La seule nouveauté, c'est peut-être ce Parlement franco-allemand de 100 personnes, mais comme ils votent pas de budget, d'après ce que je comprends, ça n'est pas bouleversant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se saisir de ce traité pour voir l'évolution de la relation franco-allemande depuis 63. Justement, il y a 3 étapes. 63, De Gaulle-Adenauer, 83, Mitterrand-Kohl, et 2019, Macron-Merkel. Et il y a quand même une évolution très significative, à la fois de l'état des 2 pays et de l'état de l'Europe. En 63, l'Allemagne est le point faible, évidemment, de la construction européenne, et elle est prête à accepter tout ce qui peut renforcer sa crédibilité démocratique dans l'Europe. La France, à l'époque, est le pays fort de la construction européenne, à tel point que De Gaulle arrive à faire signer à Adenauer des choses impensables, c'est-à-dire aucune référence à l'OTAN, aucune référence aux communautés européennes dans le traité de 63. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout de suite. Hein. Pardon ? 6 mois après, c'est oui, corrigé le Bundestag, par le absolument. Mais préambule. Adenauer l'a signé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la France qui est demandeur. Emmanuel Macron le voulait depuis septembre 2017, et c'est l'Allemagne qui traîne les pieds. Pour 1000 raisons que j'ai pas le temps de développer, mais donc on a déjà un premier renversement. Aujourd'hui, c'est la France qui a plus besoin de l'Allemagne dans le couple franco-allemand. Le deuxième évolution, ce sont les individus eux-mêmes, les chefs d'État. En 63, on avait 2 chefs d'État respectés et consensuels. Aujourd'hui, on a 2 chefs d'État qui ont des difficultés intérieures, qui sont contestés à l'intérieur même, sinon de leur parti, en tout cas de leur société. Emmanuel Macron par les Gilets jaunes, Madame Merkel par la droitisation de son parti et sa victoire ric-rac aux dernières élections. Troisième évolution, le couple lui-même. Le couple franco-allemand en 63 et même en 83 du temps de Mitterrand-Kohl, c'était le cœur, le moteur de la construction européenne. C'était 2
entre 12. Et donc, il ne pouvait rien se passer sans l'accord, l'impulsion du franco-allemand. Aujourd'hui, ce sont 2 pays parmi 27 dont la légitimité est contestée par d'autres, et en particulier, moi, je vois venir un autre couple refondateur d'une autre Europe que je n'aime pas, mais que je vois quand même venir, qui est le couple Salvini-Orban. Et donc, la légitimité du couple franco-allemand est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était encore il y a 20 ans. Dernière évolution, enfin, le lien entre la relation franco-allemande et l'Europe. Aujourd'hui, il y a 20 ans, justement, le couple franco-allemand avait un objectif majeur, c'était d'accélérer, d'impulser l'intégration européenne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on lit le traité, on a l'impression que Macron et Merkel veulent sauver au moins le franco-allemand dans la débandade européenne. Et ce n'est que dans sa conférence de presse que le président Macron a dit qu'il fallait voir ce traité comme un premier pas, enfin comme une nouvelle étape dans l'intégration européenne. Mais on a l'impression plutôt que c'est complètement découplé. Et cette zone économique franco-allemande, on peut l'interpréter comme un premier pas de la future zone euro, mais on peut aussi l'interpréter comme ce que l'on peut sauver du désastre européen actuel. Et donc, je crois que c'est intéressant à ce niveau-là de bien mesurer la faiblesse aujourd'hui du couple franco-allemand, même si, effectivement, moi je continue de penser que rien en Europe ne peut se faire sans ces 2 pays. Mais leur travail pour convaincre les autres et pour arriver à refonder une Union européenne va être beaucoup plus difficile dans les évolutions que j'ai signalées que ça n'était le cas autrefois. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est peut-être un peu sévère d'appeler ça un non-événement, Nicole, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Ça n'est pas à la hauteur des attentes, en tout cas de certains des promoteurs. Ce traité, il n'y a absolument aucun doute. Alors, on peut débattre à l'infini des mérites du traité, de son contenu, de ses insuffisances. Je pense que c'est un débat peut-être un petit peu vain, parce que, comme toujours, on peut regarder le verre comme à moitié plein ou à moitié vide, ou aux 2 tiers vide et 1 tiers plein plutôt, pour être, je crois, un peu plus juste. Il a le mérite d'exister, ce traité, il faut quand même le rappeler. Je crois que rien que ça, c'est quelque chose déjà. C'est vrai que le moteur franco-allemand ne marche plus aussi bien qu'il a marché. Il marche au diesel, et l'heure n'est plus au diesel, on le voit bien. Il est fatigué, il est essoufflé, il ne tire plus un attelage qui n'est plus celui de 63, où nous étions 6, mais qui est un attelage à 27 et demi, puisque le royaume n'est plus uni, mais il est encore là. Donc c'est beaucoup plus difficile. Il a le mérite d'exister parce qu'au fond, ce n'est pas un événement historique de signer ce traité franco-allemand, pas du tout. Il y en avait un signé il y a 56 ans et qui a son importance historique, lui, dans son époque, mais il marque quand même une volonté de continuité et une réaffirmation d'un partenariat franco-allemand qui est quand même ce qu'il y a de plus solide en Europe et qui est appelé, au fond, à se regrouper, à se mettre en ordre de marche pour tirer de nouveau l'Europe en avant. Évidemment, ce n'est pas le traité du 22 janvier 1963, on en est très très loin. Mais encore une fois, c'est une marque de confiance franco-allemande, c'est une marque de la volonté de continuer à travailler ensemble, et c'est une affirmation ou une réaffirmation d'une continuité qui a en soi son importance. Alors, au-delà de cela, c'est vrai que c'est un peu le symbole quand même d'un rendez-vous manqué, ou en tout cas d'une occasion perdue, je crois, ce traité. On le voit très bien, Macron a été élu dans un contexte vraiment de reflux européen, sur une plateforme pro-européenne. Il a fait de nombreux appels du pied envers l'Allemagne. Il a énoncé des ambitions très vastes. Le discours de la Sorbonne et même ensuite le discours d'Aix-la-Chapelle lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne ont été à cet égard 2 discours fondateurs terriblement ambitieux. Et quand on voit la réponse qu'il reçoit du côté allemand, on mesure bien qu'il a prêché assez largement, sinon dans le désert, du moins devant un public qui a les applaudissements bien timides. Madame Merkel, face à Monsieur Macron, avait des difficultés électorales, a mis des mois et des mois à former une nouvelle coalition, n'avait pas envie de prendre de nouvelles responsabilités dans le domaine européen, et au fond, les appels du pied de Macron sont restés sans réponse. Alors peut-être avait-il eu le tort, mais ça on peut toujours voir les choses dans le rétroviseur de façon critique,
d'avoir axé sa tentative de relance de l'Europe sur la zone euro et sur le renforcement financier de la zone euro. Peut-être y avait-il d'autres sujets sur lesquels il aurait pu, la sécurité des Européens, les problèmes migratoires, la défense des frontières extérieures, Schengen, que sais-je. Il ne l'a pas fait. Et il a axé très directement sa tentative de relance sur un sujet où il n'avait pas de la part des Allemands, un accueil positif. Bon. Mais à la Sorbonne a répondu au fond un silence un peu assourdissant du côté allemand, et ce traité était appelé à être un élément dans un tout qui était un effort de relance, et il se retrouve un petit peu tout seul finalement. Et il reflète ce que j'appelle un rendez-vous manqué. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le voir. Alors, ce que je vois aussi, et je terminerai là-dessus, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans ce traité. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. On parle bien entendu des problèmes transfrontaliers, on crée un parlement avec 50 parlementaires de chaque côté, on précise qu'un ministre français et un ministre allemand assisteront tous les trimestres au Conseil des ministres, etc. On parle de gouvernance, mais sur le fond et sur la substance, on ne parle pas de la plupart des grands problèmes européens sur lesquels on attend justement de la part de la France et de l'Allemagne une impulsion. On ne parle pas de migration, du tout. On ne parle pas de politique monétaire et budgétaire, du tout. On parle un peu de défense, certes, mais on ne parle pas non plus de la transition énergétique ou de la politique de l'énergie, qui sont une pomme de discorde importante entre la France et l'Allemagne. Donc je suis très frappé, et même sur la défense dont on parle, si vous comparez le contenu de ce traité, avec par exemple celui de Lancaster House que nous avions signé avec les Britanniques il n'y a pas si longtemps, on voit une différence colossale. Et au fond, le dialogue franco-allemand est décevant en ce sens, puisque sur les grands sujets, il ne porte pas véritablement d'impulsion. Jean-Luc Bourlange. Oui, je regarde ça avec un certain scepticisme également. Je crois d'abord qu'il y a deux précédents à ce traité. Un précédent par le nom et un précédent par la chose. Un précédent par le nom, c'est qu'on a un traité d'Aix-la-Chapelle qui a existé, qui a clos la guerre de succession d'Autriche sous Louis XV. Campagne victorieuse magnifique, bataille de Fontenoy, prise par Chevert de la ville de Prague, enfin une très très belle construction militaire, et ça se termine de façon extrêmement sous-entendu, c'était le bon temps. Non, parce que ça se termine de façon extrêmement maladroite sur le plan diplomatique, puisque le seul résultat de cette brillante épopée militaire, on était alliés de l'Autriche on était alliés de la Prusse contre l'Autriche, c'est de filer la Silésie à la Prusse. Et la seconde partie du règne de Louis XV a consisté à essayer de rendre la Silésie à l'Autriche. D'où la guerre de 7 ans, qui a été, alors là, beaucoup moins brillante sur le plan militaire. Donc, le premier traité d'Aix-la-Chapelle a clos une période de relations favorables entre la Prusse et la France. Donc c'est pas un bon signe. Le second, et c'est exactement la même chose avec le traité de l'Élysée. Le traité de l'Élysée, moi j'ai toujours été frappé, ça met en place un certain nombre de choses assez utiles, l'OFAGE, des habitudes. L'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Franco-allemand de la jeunesse, des habitudes de travail en commun, les sommets franco-allemands semestriels, tout ça est très bien. Mais en réalité, ça doit s'analyser comme une queue de comète de la lune de miel franco-allemande de Gaulle-Adenauer. Adenauer est au bord de la retraite, il va bientôt être remplacé par Erhardt. Et cette période de grande coopération a été marquée, Nicole a analysé ça mieux que tout le monde, par une étroite relation militaire liée à la crise de Berlin. C'est-à-dire que c'est le moment où l'Allemagne découvre, parce que les Soviétiques disposent d'engins intercontinentaux qui peuvent atteindre le territoire américain, que la garantie américaine n'est pas aussi bonne. Et dans la crise de Berlin, effectivement, De Gaulle est beaucoup plus vaillant que Macmillan ou que les Américains face aux Soviétiques. Et donc se noue à ce moment-là une relation très étroite. Et que viendra en fait compenser Kennedy quand il dit « Ich bin ein Berliner », il veut dire simplement « n'ayez peur, n'ayez crainte, je défendrai l'Allemagne comme je défends les États-Unis », ce qui évidemment était faux.
puisqu'ici il y avait une menace de vitrification sur le territoire américain, les Américains ils regarderaient à deux fois. Donc on a eu cette période intense. Et là, ça se termine. De Gaulle va, à cause de la guerre du Vietnam, à cause d'un certain nombre de choses, à cause de ses mécomptes sur la réorganisation de l'OTAN, va se tourner vers les Russes, va engager une politique très différente. Et donc, dans ce traité, il essaie, comme vous l'avez rappelé, il essaie de prendre ses distances par rapport aux institutions européennes, qu'il n'a jamais aimées, et prendre ses distances par rapport à l'OTAN. Et Adenauer, les yeux tournés vers le passé, consent. Mais le Bundestag, non. Et le Bundestag va dans un préambule, qui sont des sortes d'articles organiques, on dirait, va dire non, on reste dans l'Europe et dans la communauté européenne, et surtout dans l'OTAN. Bon. Donc, et en réalité, ce traité de 63, il va déboucher sur une période de glaciation des relations franco-allemandes jusqu'à l'arrivée de Schmitt et de Giscard. Ça s'est jamais très bien passé entre la France et l'Allemagne, entre cette période, toute la période Erhard et ses successeurs. Simplement, et là on est dans une logique à la Blaise Pascal, c'est-à-dire qu'il y a des instruments. On se rencontre tous les 6 mois, on a des offices, on a des habitudes de travail en commun, et quand Pascal dit « si la foi vous manque, abêtissez-vous, la machine, agenouillez-vous, priez, et puis ça viendra tout seul », ça s'est un peu passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu des habitudes de travail qui sans doute ont évité que la relation franco-allemande se détériore. Mais on ne peut pas présenter le traité de l'Élysée comme un départ de la coopération franco-allemande. C'est beaucoup plus une queue de comète. Je crois que c'est clair. Moi, j'avais été un peu étonné que le président Macron place la signature d'un nouveau traité de l'Élysée dans son discours de la Sorbonne, parce que c'est en fait un acte de défiance à l'égard de la communauté européenne, à l'égard de l'Union européenne, et ça pouvait pas ne pas être analysé comme ça. Alors, la troisième remarque que je voudrais faire, c'est évidemment, je crois, il faut voir les fake news ont atteint un degré, mais inacceptable. Il est absolument incroyable que des responsables politiques importants, représentatifs d'une fraction importante du corps électoral, comme Madame Marine Le Pen ou Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, profèrent des contre-vérités aussi évidente que le fait qu'on va faire passer l'Alsace-Lorraine sous contrôle allemand et qu'on va donner notre siège au Conseil de sécurité à l'Allemagne. C'est-à-dire que, alors évidemment, et qu'on va obliger nos enfants à épouser des Allemandes. Depuis l'élection de Trump, on sait bien que plus c'est faux, plus c'est gros, mieux ça passe. Mais c'est quand même très inquiétant. Alors sur le fond des choses, il y a une chose que je trouve positive, bien que ça serve à rien sur le plan opérationnel, c'est la rencontre parlementaire. Je crois que le traité de l'Élysée manquait d'un pendant parlementaire. Moi, je serai sans doute l'un des membres, pour quelque temps, l'un des membres de cette assemblée. Je pense que les contacts que nous avons avec nos collègues du Bundestag, même si ça ne débouche sur aucun pouvoir, c'est une excellente chose. On se comprend mal a priori, on a besoin de causer, on a besoin de fonctionner, et ça, c'est bien. Alors, sur le cœur des choses, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un problème d'articulation. Il y a 2 problèmes. D'abord, on fait du droit parce qu'on n'aborde pas les problèmes de fond. Moi, je veux bien, mais je ne crois pas que le problème fondamental de l'Europe, même s'il est réel, ce soit sa périphérie, même sa périphérie étendue à l'Italie. Je crois que le problème fondamental de l'Union européenne, c'est le franco-allemand. C'est le mauvais accord entre les Français et les Allemands, que je résume très simplement. Les Français se divisent en 2. Ceux qui veulent moins d'Europe, parce qu'ils veulent garder leur souveraineté, etc., et ceux qui veulent plus d'Europe parce qu'ils veulent que ça marche. Les Allemands, c'est le contraire. Ils sont globalement acquis à l'idée européenne telle qu'elle est. Pacta sunt servanda, il faut respecter les engagements qui ont été pris, et donc il y a une absence de besoin d'initiatives nouvelles. C'est à ça que c'est heurté. Macron, ils sont pas anti-européens, les Allemands. Ils sont satisfaits du statu quo. Et là, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, on meuble ce traité de tout un tas de choses qui sont les faux-nez du désaccord. Car en réalité, on n'a pas creusé, on n'a pas approfondi. La comparaison avec Lancaster est tout à fait, le traité de Lancaster est tout à fait juste. On n'a pas approfondi la réalité de ce que nous avons en commun
entre les Allemands et les Français. C'est pourquoi ce traité ne va pas avoir une fécondité extraordinaire. J'aime bien le couple, mais j'attends les enfants. Michaela Wiegel. Oui, merci pour ce rappel utile parce que je trouve qu'il y a quand même une parallélité à la période Adenauer en fin de règne, très affaibli quand il signe le traité de l'Élysée. Et Merkel aussi en fin de règne, probablement moins affaibli que Adenauer parce que cette histoire du préambule, on y passe toujours un peu trop vite, mais c'est quand même énorme que le Bundestag, lors de la procédure de la ratification, vote la défiance en quelque sorte. Et alors que le général de Gaulle, quelques jours avant la signature du traité, avait réitéré son non à l'intégration de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, aujourd'hui, on joue en quelque sorte avec un contexte inversé. Et donc, moi, je crois finalement la ratification va se passer de façon plus paisible au Bundestag cette fois-ci. D'ailleurs, c'était remarquable alors que le traité de l'Élysée, à ma connaissance, n'avait pas donné lieu à des débats à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le président Macron apparemment a choisi de le faire passer par le Parlement avec un débat et un vote. Donc ça, c'est tout à fait intéressant qu'il essaye d'engager des débats parlementaires. Je suis pas d'accord non plus que ce traité soit pas tourné vers l'Europe parce que le premier chapitre, justement, commence par l'Europe. Donc, moi, je pense qu'au contraire, c'est une tentative de garder l'Europe ensemble. Et on le fait probablement pas aussi loin que le président Macron l'aurait souhaité. Je pense, en revanche, si on était allé aussi loin que le président Macron, on aurait perdu justement encore une bonne partie de l'Europe, notamment les pays de la Ligue hanséatique qui s'est formé contre le projet de Macron avec à la tête les Pays-Bas et les sept autres pays du nord de l'Europe. Moi, ce que je pense, ce traité, il cache un petit peu, parce que moi, j'étais très étonnée de ne pas trouver cette fameuse force d'intervention dont avait parlé Emmanuel Macron sous le chapitre de la défense, mais en fait, on le trouve sous le chapitre politique intérieure et sécurité. Et donc, finalement, il y a quand même des avancées, c'est-à-dire ce traité offre la possibilité de créer entre la France et l'Allemagne cette force d'intervention, ce qui est énorme pour les Allemands, parce que vous savez qu'on n'a pas la même tradition d'intervention. Donc, je me méfierais de dévaloriser trop ce traité parce qu'il ne correspond pas exactement aux ambitions françaises. Je crois, c'est un peu comme le traité de l'Élysée. J'ai relu pour me replonger un peu dans le bain tout ce qui était écrit côté allemand après la signature, 63. Et c'est étonnant, à l'époque, il y avait que des critiques. On disait, on va se lier aux Français, c'est inadmissible, alors que c'est quand même les Américains qui avaient fait qui nous avait aidés pour Berlin, et après il faut pas oublier le mur venait d'être construit, donc on est dans une configuration en Allemagne où on se dit on peut pas s'appuyer que sur la France, on a besoin de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et cet esprit persiste en Allemagne aujourd'hui, même si on voit bien sûr que aussi bien les États-Unis que la Grande-Bretagne ne sont pas plus aussi disposés. Nicole Niesotto. Juste un point sur l'insignifiance. Enfin, je ne reviens pas sur l'insignifiance de ce traité, mais en revanche, je veux quand même insister sur l'importance
politique du couple franco-allemand et en particulier de leurs divergences. Parce que je crois que ce qui fait la force de ce couple, c'est justement que les deux pays ne sont pas en accord. Et ça a été le cas dès l'origine. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les deux pays sont des positions très différentes. Par exemple, sur la politique économique, l'Allemagne plutôt pour l'austérité, la France maintenant, à cause des Gilets jaunes, plutôt sur une politique de relance et d'une politique sociale. Sur le plan stratégique, l'Allemagne plutôt dans une réserve stratégique et une fidélité à l'Alliance, la France plutôt sur une revendication de souveraineté européenne et d'Europe de la défense. Mais donc, ce sont ces divergences mêmes qui font la force de ce couple, parce que s'ils se mettent d'accord sur ces sujets, alors les autres diront, puisque les deux extrêmes sont d'accord, il y a quand même très peu de possibilités de s'y opposer. Donc, je voudrais juste insister là-dessus. Les divergences franco-allemandes, alors évidemment, ça peut être la fin du couple, mais je crois que c'est fondamentalement la structure même de ce couple. C'est parce qu'ils sont à des positions extrêmes, souvent sur les questions européennes, que quand ils sont d'accord, ils arrivent à faire avancer les choses. Le problème, c'est que là, malheureusement, on a une Allemagne qui est totalement absente. C'est pas qu'elle est en désaccord, c'est qu'elle est totalement absente du projet européen. Jean-Luc Bourlanges ? Oui, je crois, je voudrais essayer de préciser vis-à-vis de ce qui vient d'être dit sur le... Je crois que ce qui manque dans ce traité, c'est une perception claire de l'articulation entre ce qui relève de l'Union européenne et ce qui relève du franco-allemand. En réalité, quand on regarde les compétences de l'Union européenne, on voit que elles sont relativement limitées et qu'il y a des compétences nationales qui sont extrêmement nombreuses et qui sont maintenues. En réalité, l'essentiel de la politique reste national. Or, tout ce qui est national peut être binational. Tout ce qui est national peut être géré en commun par les deux peuples, par les Allemands et les Français. Et en revanche, sans du tout menacer, sans perturber le fonctionnement de l'Union européenne, mais au contraire en étant une sorte de moteur. Je pense à la coopération fiscale, par exemple. On pourrait faire vraiment des progrès en matière de fiscalité franco-allemande sur l'entreprise considérables, et ce serait un modèle, et personne n'aurait rien à y redire sur le plan européen. Il faut pas Sauf si on augmente les impôts sur les sociétés en Allemagne. Nous, on n'est pas preneurs. La question est de savoir si c'est possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas sûrs d'être d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicole. J'ai toujours dit que entre les Allemands et les Français, on était si différents que quand on se mettait d'accord, tout le monde pouvait rentrer dans l'accord. Je vous remercie. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et nous allons essayer de comprendre si M. Trump est ou non empêtré. Dans la nuit du 11 au 12 janvier dernier, le 19e arrêt des activités gouvernementales depuis 1976 est devenu le plus long government shutdown de l'histoire américaine, dépassant les 21 jours de blocage de l'ère Clinton en 95-96. Aucun compromis n'a pu être trouvé entre le président républicain qui réclame 5,7 milliards de dollars pour construire son mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique et les démocrates opposés au projet qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace. Dès lors, ce sont 800 000 fonctionnaires fédéraux qui sont privés de leur salaire et interdits d'activité, même bénévoles. Depuis le 22 décembre dernier, ironie de l'histoire, le coût du shutdown s'apprête à dépasser celui du mur à la frontière mexicaine. Donald Trump a été contraint de reporter sine die, et non pas sine die, le traditionnel discours sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier, et il se trouve momentanément privé de cette occasion d'exposer au pays son bilan et sa vision de l'avenir. 2 amendements concurrents, l'un républicain, l'autre démocrate, ont été présentés ce jeudi au Sénat, mais aucune issue ne semble immédiate. Cette semaine, les responsables politiques américains retenus aux États-Unis par le shutdown de l'administration fédérale ont laissé le champ libre à une centaine de participants chinois au Forum économique de Davos, alors que les rivalités commerciales sino-américaines dessinent le paysage géopolitique actuel. Par ailleurs, le 17 janvier, le site d'information américain BuzzFeed révélait que Donald Trump aurait encouragé son ancien avocat, Michael Cohen, à mentir lors de plusieurs auditions au Congrès sur ses affaires en Russie et sur la construction d'une Trump Tower à Moscou. Cela relance la question des liens entre le promoteur candidat en campagne et les milieux politico-financiers russes. Dès le vendredi matin, les démocrates ont annoncé le lancement d'une enquête parlementaire, tandis que le président rejetait ces
ces accusations qui n'en alimentent pas moins les conjectures sur une procédure de destitution, le fameux impeachment. Enfin, une vingtaine de membres du gouvernement et de conseillers ont démissionné ou ont été limogés depuis janvier 2017, parmi lesquels le secrétaire à la Défense, James Mattis, 2 conseillers à la Sécurité nationale, Michael Flynn et Herbert McMaster, 2 secrétaires généraux de la Maison-Blanche, Reince Priebus et John Kelly, sans oublier le secrétaire à la Justice, le directeur de l'Agence de protection de l'environnement et l'ambassadrice à l'ONU. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, vous posiez in limine la question de savoir si M. Trump est empêtré. La réponse est oui, il est empêtré. Il est empêtré dans beaucoup d'ennuis qui se profilent et qui s'accumulent, en réalité, en ce début d'année. Le premier, c'est évidemment la confrontation avec les démocrates sur le problème du mur et le government shutdown. Vous dites que 800 000 fonctionnaires sont privés de leur traitement, c'est vrai, mais il faut y ajouter que 420 000 d'entre eux ont été requis au fond, et sont forcés à travailler sans être payés, ce qui est quand même une situation tout à fait extraordinaire quand elle dure plus d'1 mois, et vous l'avez souligné, tous les records de durée des précédents shutdowns ont été battus. Il n'y a pas de solution en vue, aucune solution en vue, les solutions de compromis qui ont été offertes par le Sénat ont été balayées, et la querelle s'éternise. Ça, c'est un premier ennui. Le second, c'est les enquêtes du procureur Mueller sur les connexions russes. Alors, vous avez parlé de BuzzFeed et des révélations concernant l'avocat de M. Trump, Michael Cohen. C'est tout à fait sérieux, puisqu'il s'agit d'une fausse déposition sous serment, et que ça peut donner corps, bien entendu, à des tentatives de recourir à une procédure d'impeachment. Il y a d'autres sujets aussi. Sur la façon dont Trump ménage la Russie et dont la Russie ménage Trump, il y a beaucoup de choses qui sont troublantes et concordantes. Il y a en même temps le retrait des forces américaines de Syrie, qui va bien entendu dans le sens de la Russie, qui est très important. On ne relie pas à cela, mais on a tort. Il y a même des faits divers un peu rocambolesques. Vous avez sûrement vu ou entendu qu'une call girl biélorusse qui, depuis quelques semaines, dit qu'elle va révéler des quantités de choses sur ses relations avec M. Trump, a dû faire une escale à l'aéroport de Moscou, où elle a été alpaguée par 2 tchéquistes qui l'ont immédiatement emmenée à la Loubianka ou je ne sais quel endroit, comme dans le bon vieux temps, pour éviter des révélations. Tout ceci est quand même assez troublant. Et si j'étais le procureur Mueller, je dois dire que je trouverais des aliments pour ma campagne, ou pour mon enquête plutôt, et que si j'étais Madame Pelosi, je trouverais des éléments pour ma campagne. Alors voilà, ça fait déjà 2 ennuis tout à fait importants, mais il y en a d'autres. Il y a le fait qu'il y a une dégradation de la situation sur les marchés boursiers qui est très très forte. Or, un des arguments de campagne permanent de M. Trump, puisqu'il est en permanence en campagne, c'est de dire l'économie américaine marche du feu de Dieu et les marchés ne se sont jamais si bien portés que depuis que je suis président. Voilà un argument qu'il ne peut plus utiliser puisque nous sommes en période de reflux boursier tout à fait sensible. Et du coup, on commence à mesurer, à travers les instituts de sondage, une certaine érosion de sa base électorale. Alors ça, c'est très intéressant, puisque pendant les 2 années, finalement, de mandat Trump qui se sont écoulées, on a pu constater que sa base électorale demeurait absolument intangible, et que c'était sa grande force. Mais il semble que, justement, les problèmes sur les marchés, l'inquiétude sur les conséquences à attendre de la guerre commerciale avec la Chine, qui prend des proportions et qui, bien entendu, pèse beaucoup sur l'horizon. Tout ceci commence à éroder la base de confiance. Alors, il y a à boire et à manger dans tout cela, et il faut relativiser les choses. Tout ceci est d'inégale importance. Il y a là-dedans des choses qui vont s'envoler avec l'actualité. Mais il faut quand même retenir essentiellement, je crois, 3 choses de ces accumulations d'ennuis. La première, c'est que la position de Trump s'est tout de même substantiellement affaiblie avec les élections midterm. Et à travers l'histoire du shutdown, on voit bien que le fait d'avoir en face de lui une Chambre des représentants à majorité démocrate, avec un leadership démocrate assez uni, parce que entre Madame Pelosi, qui est le speaker de la Chambre, et Monsieur Chuck Schumer, qui est le chef de la minorité démocrate au Sénat, les choses marchent bien. Donc,
Pour Trump, tout se complique d'un seul coup. Il y a eu des menaces de guérilla parlementaire et l'affaire russe et le procureur Mueller vont évidemment donner prise à toutes sortes d'initiatives de la Chambre des représentants. Et il y a le fait que le bras de fer sur le mur est très sérieux puisque ce sont des questions de principe qui sont en cause. Pour les démocrates, les États-Unis sont un pays, Madame Pelosi le dit régulièrement, sont un pays d'accueil, un pays généreux, une terre d'immigration. Ce n'est pas un pays qui s'entoure d'un mur. C'est bon pour les pays communistes de s'entourer d'un mur, pas pour les États-Unis d'Amérique, et c'est inacceptable pour les démocrates. Pour Trump, par contre, c'était un des points cardinaux de son programme électoral que d'établir ce mur avec le Mexique. Il le traite en termes de sécurité, il ne plaisante pas, et s'il devait reculer là-dessus, il affaiblirait beaucoup sa force de frappe en matière électorale. Le second point qu'il faut retenir, c'est que à l'approche de 2020, justement, parce que on marche déjà vers les primaires qui vont commencer, les manœuvres vont commencer à l'automne prochain, la force de frappe électorale de M. Trump s'affaiblit quand même beaucoup. Le mur, l'économie, tout ceci, ce sont des choses qui l'empêchent de proclamer la victoire, comme il comptait le faire, en disant « j'ai protégé les États-Unis, j'ai assuré le développement économique américain, et America First face à la Chine, face à d'autres mauvais partenaires, c'est une façon de vous protéger ». Il n'arrivera pas à proclamer la victoire sur ces différents points. Et il n'est pas certain qu'il bénéficie des épreuves de force actuelles, ni avec la Chine, ni avec les démocrates. En outre, j'ajoute, parce que c'est un point d'interrogation majeur sur lequel je termine, tout ceci va avoir des conséquences en politique étrangère, parce que, étant nécessairement à la recherche d'un succès, il va se tourner vers la scène internationale pour essayer de le trouver. D'où les nouvelles tentatives pour faire un sommet avec Kim Jong-un qui pourrait avoir lieu au Vietnam à la fin du mois de février. Mais d'un autre côté, s'il est de plus en plus empêtré dans des problèmes domestiques, il peut être tenté de se lancer dans une aventure sur la scène internationale. Et ça, c'est une menace permanente que nous devons garder quand même à l'esprit. Michaela Wiegel? Oui, il y a peu de choses à rajouter à ce tableau noir. Je pense un aspect qui malheureusement très important pour nous, les Européens, c'est que cet affaiblissement justement peut et va certainement avoir des conséquences sur cette guerre commerciale que les États-Unis mènent avec la Chine et un risque fort d'être exclu en quelque sorte et avec des conséquences et ça vient d'être dit sur l'évolution économique mondiale, une nervosité des bourses qui se fait déjà sentir. Alors sur ce projet de mur qui est derrière ce shutdown, il est important, je crois, de noter que même dans son propre parti, maintenant, l'importance de ce projet n'est plus perçu comme tel qu'auparavant, ce qui s'est vu dans les récents votes où les solutions proposées n'ont pas trouvé la majorité qualifiée et donc on voit bien que Trump est en train de perdre non seulement une partie de son électorat mais aussi une partie de son parti où on avait l'impression jusqu'à maintenant il le soutenait même mollement mais le soutenait parce que c'était le président des États-Unis. Et je trouve quand même assez frappant, notamment quand on regarde la situation en Europe, qu'il y a maintenant beaucoup de fonctionnaires qui doivent qui prennent leur nourriture à des banques alimentaires parce ils n'ont plus de quoi se soutenir. Et je trouvais assez cruel et cynique la réaction de ce millionnaire qui sert dans le gouvernement de Trump, Wilbur Ross, qui considérait que il n'avait qu'à prendre des crédits, ces fonctionnaires, au lieu d'aller dans des banques alimentaires. Ça montre quand même aussi un écart entre l'électorat de Trump qui pensait qu'il allait améliorer la vie quotidienne des gens de peu et la mentalité en tous les cas de ce monsieur Ross au gouvernement. Donc je pense cette diplomatie un peu du hasard avec la Corée du Nord ne
même si sommet il y a et même si on va vers un apaisement, voire une réconciliation, je pense que ça va pas avoir un impact suffisant pour sortir Trump de cette mauvaise passe. Nicole Nisotto. Alors oui, je ne vais pas contester que Trump est empêtré, mais je ne suis pas sûre que il faille s'en réjouir. D'abord, sur les difficultés de Donald Trump, François Bujon de l'Étang a dressé une liste à peu près exhaustive. Moi, je voudrais quand même ajouter un point. Un de ses soucis, c'est la réorganisation des démocrates. Madame Pelosi est partie au combat. Il y a une unité très forte. Il a voulu faire un déjeuner avec quelques républicains, avec quelques congressmen démocrates. Elle a interdit ce déjeuner. Donc, il y a vraiment une recomposition des démocrates. Il y a une pléthore de candidats aujourd'hui. Madame Clinton dit qu'elle y repense peut-être. On voit revenir Joe Biden. On voit revenir tous les vieux de la vieille, Bernie Sanders, et puis les jeunes femmes qu'on a vues pendant le débat des midterm elections. Mais là, ça, c'est un point quand même qui devrait l'inquiéter. Cela dit, est-ce que, quand on voit que Madame Pelosi lui interdit de faire son discours de 29 janvier en disant non, tu n'auras pas le Congrès, enfin, je trouve ça d'un infantilisme presque égal à celui du président Trump. Et moi, je me demande si ce populisme, cette brutalité, cette façon de faire de la politique indépendamment de l'intérêt du pays, mais uniquement pour avoir des électeurs, ne va pas être contagieuse et si ça va pas contaminer aussi l'avenir, la campagne des démocrates. Et ça, ce serait pas une bonne nouvelle. Il est affaibli aussi, vous l'avez dit, sur les points économiques, mais moi je voudrais quand même insister beaucoup là-dessus. La bourse qui avait monté considérablement pendant ces deux premières années de mandat a chuté au mois de décembre de façon pire. Enfin, c'est la plus grosse chute depuis 2008, c'est-à-dire depuis avant la crise des subprimes. Et l'agence Fitch a lancé un avertissement en disant que, faire attention, que peut-être il y aurait une dégradation de la note AAA des États-Unis. Donc, et troisièmement, surtout, sur le plan économique, il est parti en guerre contre le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, qui résiste. Et qui dit que si on lui demande de démissionner, il ne démissionnera pas. Donc, tout cela conforte effectivement son malaise. Mais encore une fois, je suis pas sûre que ce soit une très bonne nouvelle, parce que si la conséquence de cela, c'est que finalement, les démocrates eux-mêmes adoptent la même méthode, c'est-à-dire de défense des intérêts du parti avant la défense des intérêts du pays, et c'est un peu ce que fait Madame Pelosi avec son histoire de discours. Je pense que c'est pas forcément bien. Un dernier point, je crois qu'il va se refaire sur l'international. Il va se refaire sur la Corée. Il a besoin d'apparaître comme l'homme de paix en Asie, celui qui réussit là où personne n'avait réussi pratiquement depuis la guerre de Corée en 50. Il est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir un accord et il pourra essayer de se refaire, en plus en prenant la tête de l'influence politique en Asie contre la Chine. Je suis absolument convaincu qu'il va au moins essayer de faire ça. Il y a guère d'exemple qu'une élection présidentielle américaine se soit jouée sur la politique étrangère. On l'a vu avec Bush senior. Jean-Louis Bourlanges. En tout cas, sur ce dernier point, il aura quand même un gros effort à faire parce qu'il a commencé très très mal en cassant le projet d'accord transpacifique. Il s'est quand même aliéné tout un ensemble de clients, d'alliés potentiels. Là, on ne sait pas du tout comment il va réagir sur les menaces de la Chine sur Taïwan. Enfin, il y a tout un ensemble de choses où il n'est pas du tout en situation de force. Mais effectivement, il a dans sa manche son meilleur ennemi, c'est-à-dire le Coréen du Nord, et il va essayer de faire du cinéma avec ça. Moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est d'abord, quand même, je suis d'accord avec ce qu'a dit François, l'ampleur le caractère assez douteux et assez sale des rapports avec la Russie. On a d'abord une accusation de mensonge caractérisé, demandée à l'avocat, ce qui, quand même, dans le système américain, ça pèse très lourd, l'accusation de mensonge. Deuxièmement, on a derrière ça des intérêts économiques précis. Ce qui était en cause, c'était quand même la tour Trump à Moscou. Donc là, on sait très bien que le président des États-Unis n'est pas indifférent
aux questions relatives à son patrimoine. Troisièmement, on a effectivement la Syrie. La Syrie, le revirement américain est quand même effectivement incompréhensible dans la relation avec la Syrie, et c'est un événement suffisamment important pour avoir provoqué la démission du ministre des Armées, du secrétaire à la Défense. Donc c'est l'histoire de la prostituée, c'est quand même pas rien. Ce qu'on a vu sur les fantaisies sexuelles de Trump dans la presse est assez récréatif, mais le fait que les Américains tiennent cela, que les Russes tiennent cela, c'est quand même quelque chose qui est un moyen de pression considérable. On se rappelle ce qui s'était arrivé à un diplomate français à qui le général de Gaulle avait dit « alors un tel, on couche », parce que les Russes avaient été géniaux. Ils lui avaient d'abord envoyé une maîtresse, une belle fille, il en était devenu fou. Ensuite, ils avaient inventé un mari à la maîtresse qui avait cassé la figure à l'ambassadeur, en lui disant « ma femme », etc. Et ensuite, ils avaient envoyé un officiel soviétique en disant « ça ne se reproduira jamais ». C'était quand même le grand art du KGB à l'époque, où on faisait les choses, on ne se contentait pas de mettre une fille dans les pattes de quelqu'un, on assurait le service après-vente. Mais là, en tout cas, c'est quand même ce service rendu, on soustrait une fille qui allait raconter des tas d'histoires sordides sur les relations sexuelles de Trump avec les amours tarifés de Trump, c'était un peu embêtant. Et donc, on a tout ça, et je pense que ça commence à constituer quelque chose de lourd en termes d'impeachment possible. Mais, et c'est là que ce que je voudrais dire en conclusion, je crois que la grande différence avec la situation à l'époque de Richard Nixon, ses mensonges l'ont littéralement ostracisé. Il a été arraché à la société américaine, il est devenu vraiment le black sheep, le mouton noir, la personne à éliminer avec un consensus extrêmement large. Tandis que là, nous sommes dans une situation très différente. Nous sommes dans une situation de confrontation entre deux Amériques. Et donc, ça va pas se faire comme ça. Si les démocrates, alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de Madame Pelosi, etc., j'ai quand même l'impression que les démocrates font un gros effort d'unification. Parce que, moi, ce que me disent mes amis qui sont là-bas, Arnaud Le Parmentier, par exemple, il me dit c'est absolument effrayant, le Parti démocrate est extrêmement éclaté, ravagé par des sectes extrémistes, sexuels ou autres, etc. Il y a vraiment pas du tout d'unité. Mais en réalité, ce qui s'est passé, ça c'est des informations assez anciennes, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'il y a un effort de reconstitution d'une unité démocrate. Mais malgré tout, je pense que les États-Unis sont comme le Royaume-Uni, comme la France, comme l'Italie, ce sont des pays profondément divisés, et cette division fait que une procédure d'impeachment ne peut pas s'analyser de la même manière que dans les années 70. Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Avant de l'ouvrir, je vous rappelle donc que notre prochaine émission en public et en direct aura lieu le 10 février prochain à l'École alsacienne, et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en allant sur notre site et en cliquant sur l'onglet émission en public. Je voudrais recommander, pour saluer, si j'ose dire, l'arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro, je voudrais recommander le livre d'entretien de Sabine Rousseau avec le frère Burin Desrosiers, dominicain, qui a quitté la France après avoir été s'être établi en usine après mai 68, qui a quitté la France pour rester pendant très longtemps en Amazonie, et où il s'est battu pour les droits des paysans jusqu'à ce que l'âge et la fatigue le fassent revenir en France. Mais ça a été un long combat de 30 ans, si je ne me trompe, et ce livre décrit cette condition proche de l'esclavage qui est celle de beaucoup de paysans brésiliens. Et puis sur une tonalité plus gaie, je voudrais recommander d'aller voir le film sur le facteur cheval, d'abord parce que le facteur cheval est une bénédiction, mais la manière dont Jacques Gamblin incarne, Laetitia Casta est très bien également, mais la manière dont Jacques Gamblin incarne le facteur cheval, si Jacques Gamblin était américain, on en aurait des unes de magazines, en veux-tu, en voilà. C'est le film de Niels Tavernier. Le film est excellent et le jeu de Gamblin est magnifique. Michaëla Wiegel.
Oui, je retourne dans le franco-allemand avec ma brève. Si vous vous êtes déjà posé la question pourquoi nous, les Allemands, nous mangeons pas notre œuf à la coque comme vous, les Français, ou des choses plus sérieuses, pourquoi le Bundestag fonctionne si différemment que l'Assemblée nationale, il faut... C'est une différence. Oui. C'est dans l'émission Carambolage ou Carambolage, comme nous on dit, sur Arte, que vous trouvez toutes ces réponses de façon souvent très drôle. Et comme cette émission va fêter sa 500e émission, voilà. Je pensais que c'était l'occasion de rappeler cet excellent programme où on apprend vraiment beaucoup sur nos différences, mais où on nous rapproche aussi beaucoup avec l'humour. Jean-Louis Bourlange. Oui, celle qui me plaît le plus de ces différences, c'est la différence sur les machines à laver. Les Allemands veulent voir le linge tourner, donc ouvrent, il y a un volet au milieu qui permet de faire rentrer le linge, qui n'est pas du tout d'ailleurs... Moi, c'est ce que j'ai. Oui, mais parce que vous êtes une bonne européenne. Alors que les Français sont d'accord pour faire rentrer le linge par en haut. C'est beaucoup mieux technologiquement, mais ça ne donne pas la satisfaction de voir la crasse se dissoudre. Ça se discute. Moi, je voudrais recommander les études qui sont publiées en ce moment par l'Institut Sapiens, qui réfléchit à beaucoup de choses et notamment qui s'est intéressé de très près à l'enseignement de l'économie dans l'enseignement secondaire français. Et vous savez que c'est quand même une matière assez controversée actuellement. Alors, il y a 2 études. Comment élever le niveau des Français en économie, et une radiographie d'un manuel de seconde, un manuel à Thiers, où l'auteur, M. Robert, qui est un universitaire, montre toutes les lacunes, toutes les défaillances. Et en fait, on résume ces défaillances en 3 termes. L'encyclopédisme, qui fait qu'au lieu de se concentrer sur la matière économique, tout est dans tout, on fait un peu de sociologie, un peu de morale, un peu de tout, et donc la matière se dissout. Deuxièmement, le pessimisme, qui fait que tout ce qui relève du fonctionnement normal de l'économie capitaliste qui régit 98% de la planète, il n'y a que M. Chavez et c'est pas forcément le meilleur modèle, est considéré avec un biais extraordinairement négatif. Et troisièmement, des lacunes analytiques qui sont très importantes, où on confond corrélation et causalité. Et d'une façon générale, je crois qu'on ignore dans l'enseignement économique que l'enseignement, c'est pas l'apprentissage des faits, la multiplication des visites d'usines, etc., que c'est d'abord l'apprentissage d'un langage, comme disait le regretté Louis Althusser, que je mets au service de l'économie moderne. Il faut porter au sein du désordre empirique la rigueur inaltérable du concept. Nicole Nisotto. Normalement, il y a une musique qui monte. Oui. Moi, je vais revenir aux États-Unis, alors sans concept avec Donald Trump, mais pour vous parler du dernier ouvrage de Pascal Boniface qui s'appelle Requiem pour le monde occidental, relever le défi de Trump en sous-titre, qui vient de sortir aux éditions Erol. Et effectivement, c'est une analyse assez précise, à la fois économique, stratégique, culturelle, du divorce de plus en plus flagrant entre les États-Unis de Donald Trump et l'Europe. Et c'est un plaidoyer, il n'y en a pas si souvent, un plaidoyer pour l'autonomie européenne, pour la souveraineté européenne face aux États-Unis. François Bujon de Il est l'Étang. devenu fédéraliste, Pascal. Beaucoup changent. Hein. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais dire un mot d'un livre publié par un de mes collègues, Bernard Bajolet. Le genre des mémoires d'un ambassadeur est un genre qui était tombé en désuétude ces dernières années. D'ailleurs, je m'en réjouissais plutôt qu'autre chose. Pour ma part, il est en train de revenir en faveur un petit peu à l'initiative de quelques-uns. Mais Bernard Bajolet est un diplomate particulièrement intéressant qui fait mentir posthumément M. Pompidou, qui considérait la diplomatie comme une affaire de petits gâteaux et de tasses de thé, une des plus grandes erreurs de jugement d'un ancien président de la République que j'ai jamais pu constater. Bernard Bajolet Bernard Bajolet est un diplomate qui aime les postes à risque. Il a été ambassadeur en Jordanie, il a été ambassadeur à Sarajevo, il a été ambassadeur à Bagdad, il a été ambassadeur à Alger, il a terminé ambassadeur à Kaboul. On peut difficilement faire mieux. Il a publié sous le titre « Le soleil ne se lève plus à l'est » chez Plomb, les Mémoires d'Orient,
intitule-t-il cela en sous-titre d'un ambassadeur peu diplomate, extrêmement intéressant. Et certains chapitres nous font replonger véritablement dans des enfers qui n'étaient pas si loin de nous. Le chapitre sur le chaos irakien, quand il est arrivé à Bagdad au début de l'année 2003 et qu'il y est resté pendant les 4 années successives, l'arrivée de Daesh sur le territoire irakien, le chaos général dans lequel les Américains ont laissé ce malheureux pays, est quelque chose qui est remarquablement bien décrit dans ce livre qui le fait toucher du doigt. Donc j'en recommande la lecture. Je rappelle que Bernard Bachelet a terminé sa carrière comme directeur de la DGSE, après avoir été coordinateur du renseignement à l'Élysée d'ailleurs précédemment. Mais il ne parle guère du renseignement, il parle surtout de la diplomatie et du triste état du Moyen-Orient. Son éditeur Plon est un excellent éditeur, mais en l'occurrence, il a multiplié les titres, ce qui est une erreur. Il me semble qu'un ambassadeur peu diplomate aurait été un excellent titre qui convient beaucoup mieux à Bernard Bachelet que cette succession de titres derrière laquelle on sent qu'il y a eu des tas de brainstorming qui, souvent, comme tous les brainstorming... On applique ce qu'on appelle à Bruxelles la conciliation cumulative. Oui. Il applique la définition de Fouché dans Madame sans gêne, où Fouché dit... Je sais tout, je ne dis rien, ce qui me distingue de mon successeur, qui ne sait rien, mais dit tout. Je vous remercie. Donc, le 10 février, l'émission en public à l'école alsacienne, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je rappelle que cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau tient notre site, que Benoît Carré s'occupe de la publication des résumés, des compendiums, des épitomés de notre conversation, que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent cette émission et que Adrien Beccaria et l'Arrière-Boutique en ont assuré l'enregistrement. Souvenez-vous donc que vous pouvez désormais nous entendre et nous lire. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Pour Jean-Louis Bourlange, j'ai catastrophé. Je veux dire qu'il n'a pas l'habitude d'écrire, alors maintenant on écrit pour lui. Et donc, à la semaine prochaine.